Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une disparition très inquiétante, très mystérieuse, une disparition dont le dossier a été repris par l'association ARPD, Assistance et Recherche des Personnes Disparues, pour laquelle, vous le savez, je suis enquêtrice bénévole. Cette disparition, un peu comme toutes les autres, m'a énormément touchée et vous allez voir tout au long de ma vidéo, on a le témoignage de la mère du disparu qui va nous donner des éléments importants sur ce dossier. Et la question qui reste, la question principale, c'est 12 ans après, qu'est-il arrivé ce mercredi 15 septembre 2010 à Nicolas Suppot? On se retrouve juste après ça. Pour recontextualiser comme d'habitude un petit peu la disparition et essayer de comprendre dans quel état d'esprit était Nicolas au moment de sa disparition, on revient en arrière, on se replonge en septembre 2010. On est au début de l'automne 2010. Nicolas Suppot, à ce moment-là, était un jeune homme de 30 ans. Il habitait à Échirolles. Échirolles, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est un quartier au sud de Grenoble. Nicolas fait partie d'une famille quand même assez unie. On a la mère Janine, le père Yves et il a également deux frères et sœurs, un frère Nicolas et une sœur Adeline. Il s'entend très bien avec ses frères et sœurs. D'ailleurs, en mai de la même année, en mai 2010, ils étaient partis tous les trois faire un voyage en Angleterre. Au moment des faits, le père Yves, lui, était en Guyane française. Il y travaillait dans une banque postale. D'ailleurs, il adorait ce département. On y reviendra après dans la vidéo, vous allez voir pourquoi. Pour ce qui est du physique de Nicolas, au moment de sa disparition, c'était un homme très grand, 1m82, plutôt svelte. Il avait des lunettes et au moment de sa disparition, des lunettes avec des montures noires que je vous mets ici. Comme signe distinctif, il avait en bas à gauche du menton un grain de beauté. Il est décrit comme étant plutôt réservé, plutôt introverti, quelqu'un de gentil et sa mère dit d'ailleurs que peut-être il était un peu influençable, il pouvait être un peu influençable également. Pour ce qui est de son métier, à ce moment-là, travaillait à Échirolles et il travaillait en tant qu'ouvrier spécialisé dans une entreprise qui construisait des sortes de tubes, de pièces tubulaires pour des industries comme par exemple l'industrie paramédicale. Son lieu de travail était à Échirolles et on regarde, c'est à peu près à une quinzaine de minutes à pied de là où il habitait à ce moment-là. Il s'était confié plusieurs fois qu'il n'appréciait pas réellement son travail, que c'était pas ce qu'il avait envie de faire et donc à ce niveau-là, au niveau de sa vie professionnelle, il n'était pas très heureux. D'ailleurs, il était en recherche de formation pour pouvoir se réorienter professionnellement. Mais comme le souligne sa mère, il était très indécis, il n'arrivait pas à trouver la voie qui lui convenait le plus. Et c'est donc dans ce contexte qu'on se retrouve au moment de sa disparition. Nous nous retrouvons le week-end avant sa disparition, on est le week-end du 11 septembre 2010. Nicolas va rendre visite à sa mère qui à ce moment-là habite à Ourtière. C'est à une quarantaine de kilomètres et de minutes d'ailleurs de Échirolles. Nicolas en profite d'ailleurs parce qu'à ce moment-là il y a sa sœur qui est présente aussi là-bas ce week-end. Sa mère va le trouver réellement agité, en tout cas il ne tenait pas en place. Vous l'aviez vu le week-end avant sa disparition. Il était agité, il n'était pas... On voyait que quelque chose le préoccupait, que ça n'allait pas, enfin, sans qu'il puisse dire quoi que ce soit. Parce qu'il était venu, en fait, il était venu là parce que sa sœur, qui à l'époque était en Allemagne, venait passer le week-end. Quand on lui demande quel est le souci, lui il va répondre que il est inquiet parce qu'il pense avoir mis enceinte une de ses ex-collègues de travail et donc ça le rend inquiet, il pense que c'est lui le père. En plus de ça, il continue aussi à parler du fait qu'il n'est pas très heureux dans son travail, qu'il est indécis, qu'il ne sait pas trouver une nouvelle voie. Donc elle, sa mère Janine, va lui proposer, va lui conseiller plutôt d'aller voir sa psy, une psy qu'il avait déjà vue auparavant, 2 ans auparavant à peu près. Donc elle lui a dit ça serait peut-être une bonne chose pour toi que tu ailles voir une psy. Entre-temps, lui, il rentre sur Échirolles
Échirolles, donc le dimanche soir. Il va aller voir dès le lendemain son médecin traitant qui va lui prescrire 2 jours d'arrêt de travail, qui sont le lundi 13 septembre et le mardi 14 septembre 2010. Donc le lendemain du week-end où il est allé voir sa mère à Ourtière. En plus de cela, il va voir le lendemain, donc le mardi 14 septembre, il va voir sa psychologue comme l'avait indiqué et conseillé sa mère. Et d'ailleurs, il va appeler sa mère au téléphone en lui disant « Bah écoute, je suis allée voir finalement la psychologue et ça m'a fait beaucoup de bien. » Je vous laisse avec les audios de Janine. Je dis, écoute, tu devrais retourner la voir et puis essayer de parler avec elle, certainement que ça t'aidera. Et en fait, c'est ce qu'il a fait. Le mardi avant la disparition, il m'appelle et là, j'étais au boulot. Hein, donc, j'ai quand même décroché quand j'ai vu que c'était Nicolas. J'ai dit, ça va? Il me dit, je suis allée voir ma psycho et ça va mieux. Donc, quelque part, vous êtes un petit peu soulagé, quoi. Et puis, je lui dis, je ne peux pas parler trop, je suis au travail, donc je te rappellerai. Et je ne l'ai pas rappelé le mardi soir. Et en me disant, je le rappellerai le mercredi. Oui. Sauf que le mercredi, j'ai été appelée pour me dire qu'on me dise qu'il avait disparu. Mardi, ce coup de téléphone, est-ce que c'était un appel pour quelque chose? Après, vous vous posez des tas de questions, après, on refait le chose à l'envers. On se dit, peut-être que j'ai pas fait ça. Puis enfin, après ces 2 jours d'arrêt, donc le lundi et le mardi, il reprend finalement le travail le mercredi 15 septembre 2010. Il travaille de ce qu'on peut savoir normalement jusqu'à la pause du midi. Il est à peu près 12h30 et il dit à ses collègues qu'il se rend au vestiaire. Et à partir de ce moment-là, plus personne n'aura de nouvelles de Nicolas. Il a littéralement disparu sans laisser aucune trace. Donc assez rapidement, même très rapidement, les collègues de Nicolas s'inquiètent. Ils vont d'ailleurs essayer de l'appeler, mais le portable est éteint. Ils vont prévenir également la DRH de l'entreprise, qui elle aussi va essayer de l'appeler, n'arrive pas et donc va contacter la mère de Nicolas, donc Janine, qui elle est à son travail à ce moment-là, et qui va l'informer de la disparition de son fils. Très rapidement, Janine va déclarer la disparition inquiétante de son fils. En tout cas, elle va elle-même au commissariat de Grenoble, en expliquant le contexte. Vous le savez déjà, c'est pas une généralité, mais on entend très souvent que malheureusement, ce type de disparition de majeur n'est pas réellement pris en compte, surtout que là, ça fait quelques heures que Nicolas a disparu, et que malheureusement, faute d'éléments qui montrent que la disparition peut être très inquiétante, c'est-à-dire qu'il met peut-être en danger la santé du disparu ou la santé des autres, le commissariat ne va rien faire et dit ne pouvoir rien faire dès le début. Donc ce que fait Janine, c'est qu'elle veut vérifier tout d'abord par elle-même si Nicolas n'est pas tout simplement dans son appartement. Peut-être qu'il ne répond pas parce qu'il est tombé, peut-être qu'il a fait un malaise, peut-être que malheureusement il a eu un souci de santé qui fait qu'il est décédé mais qu'il est dans son appart. Quoi qu'il en soit, Janine, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va appeler les pompiers. Les pompiers vont venir sur place et ils vont essayer d'entrer. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont casser la fenêtre de la salle de bain afin d'accéder à l'appartement. Dans l'appartement, on ne retrouve finalement pas Nicolas, donc il n'est pas dans son appartement. Par contre, dans l'appartement, on retrouve toutes ses affaires, donc ses valises, ses habits, on retrouve même sa carte bancaire. Donc ce qu'on peut en déduire, c'est qu'il n'a pas l'air d'être parti de manière préparée avec ses affaires, avec de l'argent. En tout cas, on a l'impression qu'il est parti de chez lui, mais qu'il a tout laissé en vrac comme ça dans son appartement. Finalement, le 20 septembre 2015, donc 5 jours après la disparition de Nicolas, il y a une RIF qui va être déposée, donc une recherche dans l'intérêt des familles. C'est une procédure qui malheureusement n'existe plus depuis 2013, elle a été abrogée. Il y a des recherches niveau local qui vont être réalisées. Puis enfin, il y a une enquête pour disparition inquiétante qui va être réalisée à partir du 25 juillet 2011. Malheureusement, ça ne va rien donner et faute d'éléments, c'est un non-lieu qui va être prononcé en 2014. On se sent, très mal et abandonné par la justice, abandonné. Bon, il y avait la RPD, quoi, c'est tout. C'est déjà beaucoup, hein. Au moins on sent il y a quelque chose, il y a une écoute, on sent qu'on n'est plus abandonné, puis on retrouve des gens qui sont dans la même galère. Donc là, je vous ai passé rapidement tout ce qui s'est fait à ce moment-là au niveau juridique. Par contre, il y a quand même des recherches qui ont été réalisées, notamment au niveau des comptes bancaires et de la téléphonie. On va regarder et scruter au peigne fin toutes les dépenses qu'a pu réaliser Nicolas, également les téléphones qui ont été en contact avec Nicolas et
et également son entourage professionnel et personnel. Et de ça va ressortir une piste que tout le monde ignorait et qui est très très étrange, c'est la piste lyonnaise. Je vais surtout vous en parler dans la partie théorie, donc restez absolument jusque là. En tout cas, c'est une piste qui est très étrange. Vous vous rappelez, je vous avais dit que Yves, le père de Nicolas, était en Guyane à ce moment-là. Donc quand il apprend la disparition de son fils, il est toujours en Guyane. Mais il revient en France métropolitaine pour lui également faire des recherches. Il va essayer de faire des recherches un peu à travers toute la France avec son camping-car. On commence à apprendre des petites choses, donc notamment on apprend que le lundi soir, Nicolas a retiré tout ce qui lui restait sur son compte courant, donc à peu près 500 €. Donc ça, c'est quand même assez étrange. Ce n'est pas un type de retrait qu'il a l'habitude de faire. Pourquoi est-ce qu'il a retiré ces 500 €? La question reste sans réponse, malheureusement. En 2017-2018, énorme rebondissement. Vous commencez à savoir pourquoi je parle toujours de 2017-2018, tout simplement parce que c'est là qu'on apprend les meurtres de Nordal Lelandais. C'est là également qu'on crée la cellule Ariane, qui va essayer de mettre en liaison d'autres dossiers de disparition de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en tout cas autour de là où habitait Nordal Lelandais, qui habitait entre Pont-de-Beauvoisin et Domessin à l'époque. Et c'est le père de Nicolas, Yves, qui fin 2017 va demander au procureur de Grenoble qu'on réexamine le dossier de son fils qui pouvait peut-être potentiellement être lié avec Nordal Lelandais. En fin 2017, il y a eu une demande, suite à l'affaire Lelandais, il y a une demande, le papa de Nicolas a demandé à ce que le dossier soit réouvert, ce qui a été fait. D'habitude, c'est vrai que ce genre de demande, ça ne mène pas à grand-chose, mais je pense qu'il l'a fait au bon moment, malheureusement parce que c'était très médiatisé à ce moment-là, mais heureusement pour lui, parce que le dossier a été réouvert. Et ça, c'est quand même une très bonne chose. Finalement, le dossier, comme je vous disais, est relancé en 2018 et il fait carrément partie des 40 dossiers qui ont été retenus dans le cadre de la cellule Ariane. Et même apparemment, selon certains médias, des 13 dossiers prioritaires. Mais la juge d'instruction sur cette piste va finalement rapidement exprimer à la famille que la piste Nordal Lelandais sur ce dossier est écartée. On ne sait pas vraiment pourquoi, on n'a pas les éléments. En tout cas, sur cette piste, elle est écartée. Le dossier de Nicolas figurait dans les 40 dossiers retenus par la cellule Ariane quand il y a eu... Et en fait, après, le procureur nous a dit que non. Enfin voilà, on nous a un petit peu baladé, oui, non, voilà. Mais il y a quand même pas mal d'autres pistes et vous allez voir, la piste lyonnaise est pour moi un élément clé. Et pas que pour moi d'ailleurs. Avant que le dossier soit clos ou quoi que ce soit, on a l'avocat de la famille qui est Maître Boulou, dont je vous parle souvent dans mes vidéos et qui travaille conjointement avec la RPD, qui a finalement déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile début 2020. J'ai fait repartir l'affaire sur un nouveau juge d'instruction en redéposant une plainte, d'ailleurs sur la base d'éléments nouveaux. En fait, les éléments nouveaux, je ne les ai pas cherchés bien loin, j'ai repris l'enquête qui avait été faite par les policiers, les recherches qu'avaient faites aussi les parents d'un autre côté, et puis j'ai fait apparaître les dysfonctionnements de l'enquête. J'ai couché ça sur une plainte que j'appelais contre X pour séquestration, arrestation arbitraire, etc. Et le juge d'instruction est obligé d'instruire, donc c'est reparti. Donc là, on arrive comme d'habitude à la partie théorie, c'est la partie où je développe vraiment toutes les théories et que je vous donne des informations, des éléments que je vous ai pas donnés auparavant dans mes explications. Vous allez voir, il y a la piste Lelandais et le rapport avec Lelandais qui va être exploré, mais surtout la piste lyonnaise. Et il y a vraiment des interrogations qui sortent de cette piste. Ce qu'il faut savoir et ce qui est très dur pour la famille, c'est que toutes les pistes, toutes les portes sont encore ouvertes. On ne peut refermer aucune porte. Dans certains dossiers dont je vous parle, certaines portes sont refermées rapidement, de par le contexte de la disparition, de par pas mal de choses. Là, malheureusement, vous allez voir, toutes les pistes sont possibles et on ne peut pas privilégier une ou une autre piste. On ne peut que avoir des suppositions et c'est pour ça que c'est important que sur ces pistes, il y ait encore du travail qui soit fait pour en fermer une, en ouvrir une autre. Mais en tout cas, que le travail avance. N'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez sur les groupes Facebook de disparition, même sur vos propres comptes. Et évidemment, pour ce qui est de mon côté, n'hésitez pas à la liker, à la commenter en émettant vos théories. Un regard neuf, c'est toujours très important. Vous le verrez pour une prochaine vidéo qui va sortir. Et d'ailleurs, en barre d'informations, vous pouvez retrouver les informations, les numéros de téléphone ou qui contacter si vous avez des informations sur cette disparition. Et d'ailleurs, je vous le mettrai aussi en fin de vidéo. En première piste, je vais énoncer la piste qu'il ait mis fin à ses jours. Il y a effectivement des éléments qui vont contre
cette hypothèse, mais il y a également des éléments qui vont dans le sens de cette hypothèse et il ne faut pas les négliger. Bon, déjà à ce moment-là, comme je l'ai souligné, il n'était pas au top dans sa vie, en tout cas dans sa vie professionnelle d'un premier abord. Il n'avait pas l'air d'aller bien, il se remettait souvent en question et il avait du mal à trouver sa voie professionnelle. Ce qui est inquiétant, c'est que depuis sa disparition, son portable a été éteint, il n'y a plus du tout de mouvements, que ce soit des mouvements bancaires ou des mouvements au niveau de la sécurité sociale. Donc ça amène à penser que soit il a complètement changé de vie, ou soit malheureusement il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Son médecin traitant ainsi que sa psychologue ont toutes les deux été interrogés. On s'est peut-être dit qu'il avait confié des choses, un mal-être particulier, mais rien n'est sorti de ces interrogatoires. Mais apparemment cette piste ne colle pas avec le profil de Nicolas. Selon ses parents, il n'y avait pas eu d'antécédent de vouloir mettre fin à ses jours, mis à part le fait qu'il ne se sentait pas très bien en ce moment, il n'avait pas vraiment d'état dépressif constant, puis il était également très proche de sa famille et c'est vrai que peut-être on peut imaginer que s'il avait voulu mettre fin à ses jours, il aurait peut-être laissé un mot ou quelque chose comme ça. Malheureusement, encore une fois, c'est toujours compliqué dans ce type de théorie ou dans ce type de piste, tout simplement parce qu'on n'est pas à la place de la personne. On peut prendre une décision fatale à un moment où on est vraiment seul et où on se sent pas très bien. Et en plus de ça, Nicolas était introverti. Donc c'est vrai qu'il n'était pas très expressif sur ce qu'il pouvait ressentir ou quoi, même s'il avait quand même exprimé certaines choses à sa mère le week-end avant sa disparition. De toute façon, comme on peut le voir, il n'y a aucune preuve concrète que cette piste soit la bonne piste. Il y a une piste qui pour moi me semble peut-être être une piste plus envisageable, mais attention, je pèse mes mots encore une fois parce qu'on ne peut pas réellement savoir, c'est la piste de la disparition volontaire. Encore une fois, Nicolas voulait évoluer dans sa vie professionnelle, il ne se sentait pas très bien dans son travail, peut-être pas très bien dans sa vie en général. De plus, je vous avais parlé de cette piste lyonnaise, la piste qui se dégageait de toutes les recherches qui avaient été faites et notamment lorsque l'on a écumé les dépenses qu'il avait réalisées. On se rend vite compte que durant 2 ans avant la disparition de Nicolas, donc de 2008 à 2010, il allait souvent sur Lyon, sans en parler à personne et sans dire ce qu'il y faisait. Il retirait toujours de l'argent au niveau d'un distributeur automatique qui est Place des Pavillons dans le secteur de Lyon 7e et plus précisément secteur Gerland, donc pas très loin de l'ancien stade de foot, le stade de Gerland. Et il faisait des petits retraits d'une dizaine d'euros à chaque fois et il achetait régulièrement à manger dans un petit resto dans le coin. À l'époque, quand Nicolas a disparu, mon ex-mari était en Guyane, il travaillait en Guyane. Donc quand Nicolas a disparu, il a disparu le mercredi, il est revenu le dimanche. Et en fait, il a voulu éplucher les comptes de Nicolas, parce que c'est toujours des indicatifs, les comptes. Et là, on s'est rendu compte qu'en fait, il se rendait souvent à Lyon. Sans en parler, oui. Sans en parler, c'était une découverte. On savait pas, moi je savais pas. Moi, Nicolas, j'étais quand même en contact souvent. Il habitait Échirolles, il venait souvent ici chez moi. Et ses amis Non plus. Il n'en parlait à personne, ni à ses collègues, ni à personne. Et une fois, il n'avait plus de voiture à cette époque, Nicolas. Il avait emprunté ma voiture, parce qu'on m'avait demandé ma voiture, voilà. Il avait eu un PV. Donc je reçois le PV. Et j'ai dit à Nicolas, ça doit être toi. Elle me dit oui, je suis allée à Lyon. Point barre, je suis allée à Lyon. Oui. Après, à 30 ans, il a le droit de se déplacer. Il faisait ses trajets en train et on a pu le savoir aussi parce qu'en plus de ça, il recevait des amendes parce que des fois, il ne payait pas son billet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de trace qu'il ait pris une chambre d'hôtel. En tout cas, on peut se dire que quand il allait là-bas, il devait dormir chez quelqu'un et donc il connaissait potentiellement une personne sur place et dans le secteur de Gerland. Alors, est-ce qu'il a rencontré avec qui il a voulu partir et changer de vie complètement? C'est envisageable, encore une fois. Son papa disait, mais il doit aller à Gerland voir les matchs de foot. Je lui dis non, c'est pas possible, parce que quand Nicolas faisait aller voir des matchs, il me le disait, je veux dire, donc non, c'était pas possible qu'il aille à Gerland voir les matchs de foot. Et puis Nicolas peut aussi être, je pense, était facilement influençable. Alors, est-ce que sur Lyon, il a rencontré des gens? Est-ce qu'il est parti sous influence? Enfin, je sais pas, il y a plein de choses. Qu'est-ce qui peut corroborer cette théorie? C'est le fait que d'ailleurs il y a eu un témoignage d'une jeune femme qui se trouvait dans le sud, une femme qui tient une sorte de camion pour vendre à manger, qui pensait avoir reconnu Nicolas plusieurs fois. Yves était d'ailleurs allé de lui-même rencontrer cette jeune femme. Il y avait une jeune femme
qui pensait avoir vu Nicolas à Sainte-Maxime en 2011, parce qu'elle avait vu la photo de Nicolas sur les réseaux sociaux, donc elle avait dit mais je l'ai vu, je le connais, je l'ai vu, il venait se chercher à manger parce que cette jeune femme, elle disait qu'elle avait vu Nicolas plusieurs fois. Donc mon ex-mari est allé rencontrer cette jeune fille. Il nous a dit qu'elle n'était plus très sûre, elle s'est un petit peu retirée des douaniers, quoi. Elle a dit non, finalement c'était pas lui. Sur cette disparition volontaire, ce qui est incohérent, encore une fois, c'est le fait qu'il était très proche de sa famille, qu'il avait aucun souci avec sa famille et qu'il aimait passer du temps avec ses frères et sœurs et avec ses parents. Et d'un point de vue rationnel, on peut se dire que même s'il a prévu de partir et de changer de vie, on peut imaginer qu'il aurait au moins avisé ses parents de son départ pour éviter justement toute l'inquiétude derrière. Et maintenant, c'est sûr que presque après 12 ans, on peut imaginer qu'il se serait vu dans les disparitions inquiétantes, dans le fait qu'il était dans la cellule Ariane et peut-être qu'il aurait contacté sa famille. Donc c'est vrai que là-dessus ça reste peu envisageable sur ce point de vue-là, encore une fois, mais on ne peut pas totalement l'exclure. Comme il est influençable, peut-être d'ailleurs qu'il a rencontré quelqu'un qui l'a fait rentrer dans une secte et que maintenant c'est difficile d'en sortir. De ce que j'ai pu savoir sur les sectes, on sait qu'on est très isolé, on se fait un peu dépouiller au niveau de l'argent et en plus on reste très isolé, on isole les personnes du reste de ses proches. Donc c'est une possibilité qui reste envisageable, je pense. Quelque chose aussi dont m'a parlé Janine, la mère de Nicolas, c'est le fait qu'il est peut-être décompensé et qu'il ait eu une bouffée délirante. En rediscutant avec un ami qui est psychologue, je rediscutais avec lui de Nicolas et du week-end qu'il avait passé là où il était persuadé qu'il était le père de l'enfant de petit collègue. Elle me disait ça ressemble quand même à une bouffée délirante. Parce qu'il était très agité, il était omnibulé par cette histoire. Et moi, je lui disais, mais écoute, le seul moyen de savoir, c'est quand même de voir avec cette fille, de téléphoner. Donc, ici, à la maison, il avait essayé de lui téléphoner avec son portable et il n'avait pas réussi à la joindre. Je m'explique, tout simplement, vous savez, il y a eu l'épisode qu'il a expliqué à sa mère, juste le week-end avant sa disparition, qu'il était inquiet parce qu'il pensait qu'il avait mis enceinte une de ses ex-collègues. Évidemment, cette ex-collègue a été entendue et d'ailleurs, un collègue avec qui s'entendait très bien Nicolas a également été entendu et de ces entretiens, en ressort la même chose, c'est-à-dire que Nicolas, effectivement, était très intéressé par cette jeune femme, mais elle, pas du tout, et d'ailleurs ils n'ont eu apparemment de ce qu'elle dit, et ce qui est appuyé par le témoignage d'ailleurs de son collègue, c'est qu'ils n'ont jamais eu de réciprocité au niveau de l'attirance et qu'ils n'ont jamais rien fait. Dans son audition, est-ce qu'elle a dit qu'elle avait eu des rapports avec lui ou alors non, justement elle a dit qu'elle n'était pas intéressée par Nicolas. Et moi j'ai rencontré un de ses collègues dont Nicolas me parlait de temps en temps. Non, il avait l'air bien s'entendre avec lui, qui me disait que oui, Nicolas, il avait flashé sur cette fameuse, mais qu'elle n'était pas intéressée par Nicolas. De ce que j'ai pu voir et de ce que je vais vous lire parce que ça vient pas de moi et que je suis pas du tout dans cette spécialité, les bouffées délirantes se caractérisent par un ou plusieurs épisodes de délire passager pendant lesquels la personne tient des propos incohérents ou adopte un comportement irrationnel. Elles apparaissent de façon soudaine et brutale chez des individus qui n'ont jamais connu de troubles psychiques auparavant. Et c'est vrai que ça peut coller avec le profil de Nicolas. J'ai également vu aussi que les bouffées délirantes peuvent constituer les premiers signes de troubles bipolaires ou d'une schizophrénie. Donc si c'est le cas, et si en plus c'était des troubles qui n'étaient pas traités, derrière, Nicolas pouvait être dangereux pour lui-même. S'isoler, donc peut-être via une tierce entité, donc peut-être une secte, ou peut-être même aller jusqu'à mettre fin à ses jours. Alors, encore une fois, je tiens à dire que je ne suis pas professionnelle dans le domaine. Si vous avez des éléments que vous êtes professionnel dans le domaine, pour compléter mes propos, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et également, si je dis des bêtises, en tout cas là, ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai lu et ce que j'ai appris. Mais s'il y a des choses qui sont fausses, n'hésitez pas aussi à me le mettre dans les commentaires et à me corriger. C'est très important, j'ai pas envie de dire de bêtises. Quoi qu'il en soit, peut-être que ça expliquerait le fait qu'il ait voulu changer de vie, le fait qu'il ait voulu s'isoler, le fait que peut-être il se soit donné la mort, parce que apparemment des personnes qui ont ce type de problème psychiatriques, donc par exemple une schizophrénie, sont plus enclins à mettre fin à leur jour. Peut-être même est-il devenu amnésique et que c'est ce qui fait que
il ne se souvient pas de sa famille et d'où il vient, et peut-être est-il également dépendant à des substances, ce qui fait que ça a engendré derrière ces bouffées délirantes et que personne n'a rien vu. Et d'ailleurs, ça pourrait être un élément qui compléterait la piste que je vais vous énoncer maintenant, qui est la piste criminelle, qui peut être potentiellement reliée à Lyon. Pourquoi la piste criminelle en parlant de Lyon? Tout simplement parce que le quartier où allait Nicolas durant ces 2 années avant sa disparition, c'est un quartier qui est connu comme criminogène, comme d'ailleurs m'a confirmé l'enquêteur ARPD qui gère ce dossier, donc je remercie Claude de m'avoir donné ces informations. De plus, c'est un quartier qui est connu aussi pour des trafics de stupéfiants. Ça pourrait coller en tout cas avec la thèse de la prise de stupéfiants de Nicolas. C'est un quartier également qui est un quartier connu pour la prostitution. Donc c'est une autre théorie qui peut être soulevée et qui reste dans cette thèse criminelle. D'ailleurs là-bas, la majorité des femmes sont des prostituées d'origine africaine. Pourquoi je dis ça? C'est important parce que Nicolas avait l'habitude de côtoyer des femmes d'origine africaine, notamment à Grenoble, et ça pourrait coller avec le fait qu'il pouvait fréquenter des prostituées d'origine africaine. Enfin si, elles ont été vues, auditionnées quand même. Si, il y en a une qui a dit qu'elle était au Cameroun quand Nicolas a disparu, mais ça n'a pas, ils n'ont pas vérifié si c'était vrai ou pas. Enfin, donc tout ça pour vous dire que il y a des tas de points, il y a plein de choses qui ont été effleurées mais qui n'ont pas été approfondies. Quoi qu'il en soit, peut-être qu'il connaissait à Lyon des personnes. Je vous rappelez-vous le fait qu'il n'avait pas d'hôtel et que quand il dormait sur Lyon, il devait sûrement dormir chez quelqu'un. Peut-être qu'il côtoyait des personnes qui trempaient dans des affaires louches, donc notamment stupéfiants, drogue. Ou peut-être connaissait-il une femme dont il était tombé amoureux qui était dans la prostitution et qu'il voulait l'aider et que malheureusement ça a tourné au vinaigre. Rappelez-vous, je vous avais dit que le lundi soir, il avait retiré 500 €, donc presque tout ce qu'il avait sur son compte. Pour qui étaient ces 500 €? Est-ce qu'il devait de l'argent? Est-ce qu'il avait acheté des stupéfiants et qu'il était dépendant et que malheureusement il n'avait pas assez d'argent pour tout rembourser, qu'il a voulu donner de l'argent, que ce n'était pas suffisant et que derrière il s'est caché, ou que malheureusement quelqu'un l'a retrouvé? C'est toutes des questions qui sont possibles et envisageables, mais j'essaye de creuser au maximum cette piste. Et quelque chose que je vous ai pas dit mais que je vous dis maintenant, il faut savoir que le lundi soir, donc le lundi avant sa disparition, il est allé sur Lyon, donc en même temps qu'il a retiré ses 500 €, et il est retourné sur Échirolles le lendemain matin, donc il a vraiment fait un aller-retour. On ne sait pas ce qu'il a fait là, mais ça semble quand même être assez relié avec sa disparition. Donc il a fait l'aller-retour oui, entre le lundi et le mardi. Mais c'est fou ça. C'est clairement là qu'il y a un souci. Mais bien sûr. Déjà, il n'a jamais expliqué ce qu'il faisait sur Lyon. En plus, il retire une grosse somme qu'il n'a pas l'habitude de retirer. Et 2 jours après, il disparaît. Pour moi, cette piste lyonnaise, c'est vraiment l'élément à explorer et c'est pour moi la clé de l'énigme. Ce n'est pas d'ailleurs que la clé d'énigme pour moi, c'est également la clé d'énigme pour la famille de Nicolas. D'ailleurs, ils ont fait souvent des déplacements sur place, ils avaient même déposé des avis de disparition. Malheureusement, ça n'avait rien donné à l'époque. Toujours selon Claude, l'enquêteur ARPD, il y avait évidemment la piste lyonnaise qui avait été travaillée par les enquêteurs de police, mais qui n'avait rien donné non plus. Il reste aujourd'hui des investigations à réaliser que je vais vous énoncer maintenant et qui pourraient au moins donner soit des réponses ou soit fermer des pistes. Par exemple, il y a la piste de son entourage professionnel. C'est important. Pas mal des personnes de son entourage professionnel, notamment son supérieur hiérarchique, n'ont pas été interrogées. Et apparemment, selon certains témoignages, le supérieur hiérarchique de Nicolas n'était pas vraiment tendre avec lui. De plus, il serait intéressant de retrouver les employés de l'entreprise à l'époque et de regarder qui avait pointé avant, qui avait pointé après Nicolas ce jour de sa disparition pour essayer de comprendre au moins s'il y avait des personnes qui auraient pu être impliquées ou non dans sa disparition, ou en tout cas interroger ces personnes-là. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on oublie avec tout ce que je viens de vous dire que les dernières personnes à avoir vu Nicolas, ce sont ses collègues de travail. Donc techniquement, il a disparu au moment où il était à son lieu de travail. Donc c'est vrai que ça pourrait être une piste. Surtout qu'autour de Gerland, il y a des caméras qui auraient dû être exploitées, donc ils le sont plus maintenant. Bien sûr, voilà. On est bien d'accord. Moi, en fait, honnêtement, j'avais quand même... j'avais confiance dans la police. Je me disais, bon, ils vont nous aider. Et puis non, en fait. Par contre, et ça c'est vraiment décevant, de ce que a pu me dire Janine, malheureusement, tout ce qui est caméra de surveillance, tout ça, ça n'a pas été exploité par la police et vous savez que maintenant malheureusement c'est trop tard, tout a été effacé et remplacé. Normalement il y a un délai d'1 mois à peu près
pour exploiter les images, les enregistrements des vidéos, des caméras de vidéosurveillance. Donc pour appuyer aussi le fait que son supérieur hiérarchique était peut-être un peu dur avec Nicolas, on avait le témoignage, je vais vous le lire, d'un des collègues de Nicolas à ce moment-là, qui disait Monsieur X, qui est le supérieur hiérarchique, était particulièrement tyrannique avec Nicolas et lui a dit « si tu continues, tu risques d'avoir des problèmes ». Donc c'est vrai que à regarder de ce côté-là, ça pourrait être intéressant. Pour terminer avec cette piste, effectivement, je vais vous expliquer pourquoi la théorie Nordahl-Lelandais était possible à une époque et pourquoi est-ce que d'ailleurs ça a permis de réouvrir le dossier. Au départ, on peut se dire, la piste Lelandais, c'est tout simplement par rapport à la situation géographique de Nicolas qui habitait à Échirolles. D'ailleurs, qui était dans la même ville que Malik Boudvillain, qui a également disparu et qui a également fait partie des dossiers de la cellule Ariane. Et d'ailleurs, j'en avais fait une vidéo que je vous mets ici. Mais il n'y a pas que ça. Vous vous rappelez, je vous avais parlé de Yves Suppot, donc le père de Nicolas, qui lui, à l'époque de la disparition en 2011, était en Guyane française. Il travaillait pour la banque postale à ce moment-là. D'ailleurs, plusieurs fois, Nicolas était venu lui rendre visite. Et on sait également que Nordahl-Lelandais, qui à un moment de sa vie était militaire, était parti en Guyane avec le 132e bataillon cynophile. Cependant, Nicolas et Nordahl-Lelandais n'ont jamais été au même moment en Guyane française. Alors pourquoi est-ce que c'est important? Yves a émis une hypothèse qui est vraiment intéressante. Donc il a expliqué que c'était probable que Nicolas et Nordahl aient pu peut-être se croiser dans un bar ou quelque chose comme ça et qu'ils ont entamé une discussion sur la Guyane et qu'ils ont pu faire connaissance comme ça. Encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, mais c'est vrai que ça peut rester probable. Alors ce que disait son papa, c'est que lui qui a vécu en Guyane, il disait c'est vrai que dans une assemblée, quand j'entends parler Guyane, je suis alertée parce que je connais. Oui. Alors il dit peut-être que en entendant parler Guyane, peut-être que ça a pu rapprocher Lelandais et Nicolas. Et comme je vous l'avais dit, la juge d'instruction a mis de côté la piste Lelandais dans ce dossier, même si on n'a pas les éléments, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. En tout cas, la famille, ça fait 12 ans qu'elle attend des réponses. Aujourd'hui, les parents de Nicolas sont séparés, mais ils restent unis pour leurs enfants et surtout pour savoir ce qui est arrivé à leur fils, à Nicolas. De toute façon, moi, ce que je voudrais maintenant, c'est connaître, savoir la vérité. Et je suis prête à tout entendre. Je veux dire, à partir du moment où on sait, je sais pas, depuis bientôt 12 ans, maintenant je veux savoir quelque chose, quoi. Je veux savoir. Donc espérons que la cellule Cold Case dont je vous avais parlé dans plusieurs de mes vidéos va prendre en charge ce dossier et d'autres dossiers traités par la RPD et que toutes ces familles puissent enfin avoir des réponses. Peut-être que s'il y a un regard neuf, un regard on va dire plus national sur ces disparitions, on va pouvoir avoir d'autres informations et enfin des portes qui vont se fermer ou même s'ouvrir et une conclusion à cette affaire qui dure maintenant depuis presque 12 ans comme je vous le disais. Hélas, bon, pour moi l'enquête, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire que les jours, les semaines ont succédé aux jours et là maintenant on en est à 12 ans, quoi. Donc on n'a pas vraiment évolué et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, les informations se ralentissent. Voilà. Vous attendez d'être reçu par le juge d'instruction. Par la juge d'instruction, pour nous faire le point sur toutes les investigations. Vous n'avez pas de date prévue? Ah non, pour le moment on n'a rien. Je sais qu'ils sont en difficulté, je sais, on l'entend dans les médias, je sais bien qu'il manque de moyens, mais bon, les familles sont là à attendre, au bout d'un moment... Comme j'ai pu vous dire, il reste des éléments à explorer, donc faut pas perdre espoir sur le fait d'avoir des réponses. Et je pense vraiment que la piste lyonnaise semble être en premier lieu la piste qui est intéressante à explorer. Toi, c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais je me dis de toute façon, on est obligé d'en passer par là. Oui, moi je me sens obligée d'en passer par là pour essayer d'avancer. Ouais. Et comme disait, il y a une formule que j'aime bien, qu'a évoqué Bernard Balési. Il disait pour les familles, toutes les portes sont ouvertes et les familles aimeraient bien fermer les portes les unes après les autres. Fermer la porte du suicide, de l'assassinat, de la disparition. Vous voyez, pour arriver à enfin savoir connaître la vérité, quoi. Et c'est vrai qu'avec toutes ces portes ouvertes, vous devenez fou, quoi. Oui, les vôtres, pour le dossier de votre fils, elles sont toutes ouvertes, en fait. Toutes ouvertes. Ouais. Donc, on tourne en rond. Moi, les 2 premières années, je devenais folle. On apprend à gérer la douleur
par hasard, si vous avez des informations sur cette disparition, n'hésitez pas à contacter ce numéro de téléphone, à me contacter directement ou à contacter l'ARPD. C'est terminé pour moi aujourd'hui, je vous remercie d'avoir suivi si vous êtes resté jusqu'ici. On se retrouve dimanche, normalement encore une fois, pour une prochaine vidéo. Et on se retrouve également tous les lundis pour des live Twitch à 21h et on enquêtera ensemble sur un dossier que je vais traiter sur ma chaîne prochainement. À très bientôt.